Le 25 novembre 1892, le ciel au-dessus de Newport se teinta d'une couleur rouge carmin anormale. Ce n'était pas un coucher de soleil, c'étaient des millions de dollars qui brûlaient. Imaginez l'odeur, un mélange âcre de bois de gaillac en feu, de vernis fondu et d'air océanique salé. Sur la falaise d'Ocre Point, où les vagues de l'Atlantique se brisaient contre les rochers depuis des siècles, flambait la plus somptueuse demeure en bois d'Amérique, le premier manoir des Breakers. Le propriétaire de la maison, Cornelius Vanderbilt II, l'homme le plus riche des États-Unis à cette époque, se tenait là et regardait le feu dévorer son refuge. À cet instant, il n'était pas le magnat des chemins de fer contrôlant les artères du pays tout entier. Il n'était qu'un homme qui avait perdu sa maison. Mais ce fut précisément cette nuit-là, au milieu des cendres et de la fumée, qu'est née l'idée qui déterminerait le destin de sa famille pour un siècle. La plupart des gens ayant tout perdu reculent. Cornelius Vanderbilt décida d'avancer. Il contempla les ruines fumantes et, selon les légendes familiales, prononça doucement des mots qui deviendraient prophétiques. « Nous rebâtirons. Mais cette fois, rien ne brûlera. Jamais. » Vous avez probablement vu des photos de l'actuel Breakers, ce colossal palais de pierre évoquant les palais italiens du XVIe siècle. Les touristes aujourd'hui parcourent ces salles, s'extasiant devant l'or et le marbre, et prennent des selfies avec l'océan en arrière-plan. Mais ils ignorent que cette maison n'est pas simplement une démonstration de richesse. C'est un mausolée. C'est une forteresse, construite par un homme qui tenta de se protéger du destin, mais qui perdit la bataille la plus importante. L'histoire que nous racontent les guides touristiques est celle du succès et de l'éclat de l'âge d'or. Mais la véritable histoire, cachée derrière la façade en calcaire de l'Indiana, est la chronique d'un lent et douloureux effondrement d'une famille qui semblait intouchable. Pourquoi cet homme, qui possédait une fortune équivalent à plus de 2 milliards de dollars actuels, décida-t-il de construire une maison où il était pratiquement impossible de vivre? Une maison où même les baignoires étaient taillées dans des blocs entiers de marbre pour exclure toute possibilité de pourriture ou d'incendie. La réponse ne réside pas dans la vanité, mais dans la peur. L'ironie du sort voulait que Cornelius construisit une maison éternelle pour une famille qui commençait déjà à se disloquer avant même que la première pierre ne fût posée. Revenons à ce moment où la décision fut prise. 1893. L'Amérique est au sommet de sa croissance industrielle, mais aussi au seuil de grands bouleversements. Cornelius Vanderbilt, petit-fils du légendaire Commodore, ressent le poids du nom de famille. Il n'était pas un pirate des affaires comme son grand-père, il était un gardien, un homme sérieux, pieux, incroyablement travailleur, qui considérait sa richesse comme un devoir sacré. Pendant que d'autres héritiers dilapidaient leur fortune aux courses et aux fêtes à Paris, Cornelius était assis dans son bureau à la Grand Central Station de New York, travaillant 12 heures par jour. Sa femme, Alice Claypool Gwynne, lui était assortie. Une femme de petite taille, stricte, issue d'une vieille aristocratie appauvrie. Quand ils se rencontrèrent, elle enseignait à l'école du dimanche. Personne alors n'aurait pu imaginer que cette modeste institutrice deviendrait Alice des Breakers, une femme dont le mot serait loi pour la haute société de New York. Ensemble, ils formaient le couple idéal pour créer quelque chose de grandiose. Ils ne voulaient pas simplement une datcha d'été. Ils voulaient construire un symbole de stabilité dans un monde qui changeait trop vite. Pour réaliser leur plan, ils engagèrent Richard Morris Hunt, l'architecte qui était déjà une légende. Hunt comprenait leur douleur après l'incendie. Il proposa un projet radical. Utiliser de l'acier, de la pierre, de la brique et du marbre. Aucun bois dans la structure. Même la chaudière fut reléguée dans un bunker souterrain à des centaines de mètres de la maison, pour qu'aucune étincelle ne puisse atteindre les pièces habitées.
C'était un prodige d'ingénierie et une folie architecturale à la fois. La construction devait prendre seulement 2 ans. Des milliers d'ouvriers, d'artisans d'Italie et de France, des tonnes de marbre transportées par-dessus l'océan. Mais pendant que les murs s'élevaient, une ombre plana sur Cornelius lui-même. Personne parmi ceux qui le voyaient inspecter le chantier, serrant sa canne dans la main, ne savait que ses heures comptaient déjà à rebours. Il construisait une maison pour les siècles, mais il ne lui restait que quelques années. Les Breakers devaient devenir le lieu où ses enfants et petits-enfants vivraient des siècles. Cependant, le destin réservait à ce géant de pierre un rôle tout différent. Cette maison deviendrait la scène d'un des drames humains les plus poignants de l'histoire de la richesse américaine. Un drame sur le fait que même les murs les plus épais ne peuvent protéger de la fragilité de la vie humaine. Pour comprendre la véritable tragédie des Breakers, il faut regarder le sang de son créateur. Cornelius Vanderbilt II ne ressemblait pas à son légendaire grand-père, le Commodore. Si le grand-père était un prédateur impitoyable arrachant la richesse au monde par la force, le petit-fils naquit avec le lourd fardeau de la responsabilité du gardien. Ayant hérité d'une fortune estimée à 70 millions de dollars, il considérait ce capital non pas comme un privilège, mais comme un devoir sacré. C'était un homme de foi profonde et de discipline rigoureuse. Il commençait la journée par une prière et la terminait par la vérification des rapports financiers, travaillant jusqu'à l'épuisement. Son mariage avec Alice Claypool Gwynne devint le fondement de cette philosophie rigoureuse. Alice n'était pas une lionne mondaine typique. Elle était issue d'une vieille et respectable famille, mais avant de rencontrer Cornelius, elle travaillait comme simple institutrice à l'école du dimanche de l'église Saint-Barthélemy. Leur mariage, en 1867, fut une fusion stratégique. Les ressources infinies des nouveaux riches des Vanderbilt se marièrent à la réputation irréprochable et au goût aristocratique des vieux riches des Gwynne. Alice donna à la famille ce qui ne pouvait s'acheter en bourse, la légitimité sociale. La planification de la nouvelle maison de pierre commença en 1893, précisément au moment où l'Amérique fut frappée par la plus sévère panique financière. Bâtir un palais alors que les banques s'effondraient et que le pays mourait de faim semblait de la folie. Mais pour Cornelius, c'était une stratégie de survie, un manifeste de stabilité. Il luttait non pour le luxe, mais pour l'ordre. Les Breakers devaient devenir un ancrage inébranlable dans la mer déchaînée des changements sociaux. Cornelius et Alice croyaient à la grande illusion. Si l'on construisait des murs suffisamment solides en pierre et en acier, le chaos du monde extérieur ne pourrait pas pénétrer à l'intérieur. C'était une tentative désespérée d'acheter l'éternité et la sécurité. Ils ne comprenaient pas encore qu'ils construisaient une cage dorée et que les principaux ennemis, la maladie et la mort, se trouvaient déjà à l'intérieur, dans la biologie même de leur famille, et que nulle muraille ne pouvait les arrêter. En 1893, lorsque les cendres de l'ancienne maison furent définitivement dispersées par les vents de l'Atlantique, Cornelius Vanderbilt II conclut son alliance stratégique la plus importante. Ce n'était ni un contrat financier, ni une alliance politique, mais un partenariat créatif qui devait changer à jamais l'apparence de l'élite américaine. Il fit appel à Richard Morris Hunt, l'architecte qui était déjà une légende de son temps, le doyen de l'architecture américaine, l'homme qui avait apporté aux États-Unis la grandeur de l'école française des beaux-arts. Hunt et Vanderbilt étaient du même bois, tous deux vieillissants, tous deux obsédés par la perfection et tous deux sentant que c'était leur dernière grande chance de laisser une trace dans l'histoire. Si Cornelius fournissait les ressources, Hunt fournissait la vision. La stratégie était audacieuse. Ils décidèrent de renoncer au style alors populaire des châteaux français, choisi par les parvenus,
et de se tourner vers quelque chose de plus ancien et massif. Ils optèrent pour le style des palais italiens du XVIe siècle de Gênes et de Turin. Le choix était profondément symbolique. Les palais génois appartenaient à des princes marchands et banquiers qui, comme les Vanderbilt, contrôlaient les routes commerciales de leur monde. C'était une façon de dire sans mots « Nous ne sommes pas des parvenus. Nous sommes la nouvelle aristocratie, égale aux Médicis. » Sur la falaise d'Ocra Point commença la fusion de deux mondes totalement différents. D'un côté, l'esthétique européenne ancienne, marbre, albâtre, mosaïque. De l'autre, l'ingénierie américaine de pointe. C'était le mariage de l'art et de l'industrie. Hunt conçut la maison non comme une habitation traditionnelle, mais comme un gratte-ciel moderne couché sur le côté. Le squelette du bâtiment était fait de puissantes poutres en acier, celles mêmes utilisées pour la construction de ponts ferroviaires. C'était la garantie personnelle de Cornelius. Pas un gramme de bois dans les structures porteuses. Même sous les parquets luxueux, se cachaient des dalles en béton et des fermes en acier. La construction se transforma en opération militaire. La vitesse était inimaginable pour l'époque. Pour achever le palais en moins de 2 ans, des centaines d'ouvriers travaillaient sur le chantier jour et nuit. Pour la première fois dans l'histoire de la construction privée à Newport, l'éclairage électrique fut utilisé, permettant de travailler la nuit. Les habitants locaux observaient avec stupeur comment, sur la falaise, sous le bourdonnement des lampes à arc, poussait un monstre de pierre. C'était comme l'érection d'une pyramide. Le marbre venait d'Italie, le calcaire de l'Indiana, la pierre du Canada. La logistique était si complexe qu'une voie ferrée temporaire fut construite directement jusqu'au chantier pour le transport des matériaux. L'union de Cornelius et de sa femme Alice dans ce projet se révéla sous un nouveau jour. Alice prit en charge le rôle de curatrice de l'intérieur. Pendant que son mari s'occupait du squelette en acier et du budget, elle travaillait avec les décorateurs de la firme Allard et Fils à Paris. Elle approuvait chaque détail, de la couleur du velours au motif du plafond. C'était la fusion de la soif masculine de sécurité et de l'aspiration féminine à l'élégance. Alice comprenait que cette maison devait devenir la scène sur laquelle elle régnerait. Dans cette union, il n'y avait pas de place pour la sentimentalité, seulement un calcul froid et un goût impeccable. Cependant, derrière la façade du succès se cachait un conflit croissant. Les Breakers étaient conçus comme un cottage d'été, un lieu de repos. Mais l'ampleur du projet échappa au contrôle. La surface de la maison dépassa 11 000 mètres carrés. Elle comptait 70 pièces, dont 33 destinées au personnel. Ce n'était déjà plus une maison, mais une institution nécessitant une armée pour l'entretien. Les voisins regardaient cette construction avec un mélange d'admiration et d'horreur. Les Vanderbilt avaient violé la règle tacite de la communauté des cottages de Newport. Être riche, mais discret. Ils avaient bâti Versailles dans le jardin de l'Amérique. Mais le plus important se déroulait invisiblement aux yeux. Richard Morris Hunt, en créant ce chef-d'œuvre, mourait. Il souffrait de gouttes et d'autres maladies, et chaque dessin lui coûtait un effort surhumain. Cornelius Vanderbilt, en payant les factures, sentait aussi ses forces l'abandonner. L'attaque cérébrale l'attendait déjà dans un avenir proche. 2 grands hommes construisaient un monument à l'éternité, y investissant leur dernière force vitale. Ils se hâtaient, comme s'ils savaient que le temps était presque écoulé. Les Breakers grandissaient à une vitesse effrayante, étage par étage, absorbant des millions de dollars et la santé de leurs créateurs, devenant l'incarnation de pierre de leur course contre la mort. Lorsque vous passez à travers les massives portes de 9 mètres de haut des Breakers, ce n'est pas l'hospitalité qui vous accueille, mais une puissance impériale écrasante.
La façade en calcaire de l'Indiana s'élève au-dessus de l'océan comme une falaise imprenable, ignorant le vent et le sel. En entrant dans la grande salle, vous accédez à un espace qui nie l'échelle humaine. Un atrium de 14 mètres de hauteur, où les murs sont revêtus de pierre, imitant les façades de rue d'une cour italienne. Psychologiquement, vous vous sentez non pas à l'intérieur d'une maison, mais sur une place de ville ouverte, vulnérable et petit face à l'éternité. C'est le portrait exact de l'âme de Cornelius. Le public y a totalement absorbé le privé, et la protection s'est muée en isolement. Passez dans la salle à manger et vous ressentirez le froid de cette grandeur. 12 colonnes monolithiques en marbre numide rouge soutiennent le plafond où sont représentées des déesses. La table pour 34 personnes était servie en or, mais l'acoustique de la pierre rendait impossible une conversation intime. Les invités devaient presque crier pour se faire entendre à l'autre bout. Le son ici ne s'étouffe pas dans la douceur, mais rebondit avec fracas sur les surfaces dures. Un contraste frappant est offert par la salle du matin, rayonnante de panneaux uniques plaqués de platine. Ici, dans la lumière froide et argentée du soleil levant, la famille cherchait de rares moments d'intimité. Mais même ici, les fauteuils étaient disposés selon un protocole symétrique strict, et non pour le confort du corps. Toute la maison est le triomphe du contrôle total sur la matière. Les baignoires étaient taillées dans des blocs entiers de marbre, pesant chacune 1,5 tonnes, pour exclure les fuites. Les robinets fournissaient à la fois de l'eau douce et de l'eau de mer. Cette machine des plus complexes était entretenue par 40 domestiques, ombres invisibles vivant au 3e étage, accessibles par des escaliers séparés. Les breakers furent créés comme un monde idéal, excluant le chaos et l'aléatoire, où chaque détail, des gigantesques lustres en cristal baccarat au chaudron en cuivre de la cuisine à 2 étages, criait le pouvoir du maître, mais où, paradoxalement, il ne restait presque plus de place pour une vie simple et non réglementée. En août 1895, les breakers brillaient de 1000 feux lors d'un grand bal en l'honneur des débuts en société de la fille Gertrude. Il semblait que le rêve se fût réalisé. Mais le triomphe ne dura qu'un instant. Seulement 1 an plus tard, en 1896, Cornelius Vanderbilt II subit un AVC dévastateur. L'homme qui avait construit une forteresse imprenable contre le feu extérieur se consuma de l'intérieur par surmenage. Ironie cruelle du sort, il avait créé une machine idéale pour la vie, mais son propre corps refusa d'y vivre. Ce fut précisément dans ces murs impeccables que se déroula le drame qui fractura le clan. Tandis que le corps de Cornelius s'affaiblissait, sa volonté restait de fer, se muant en tyrannie. Son fils aîné et principal héritier, Cornelius III, commit un péché impardonnable aux yeux de son père. Il tomba amoureux de Grace Wilson, une lionne mondaine que les parents considéraient comme une intrigante calculatrice. Le conflit entre le père et le fils atteignit son apogée sous les voûtes des breakers. Le magnat mourant posa un ultimatum, soumission ou exil. Le fils choisit l'amour et se maria contre la volonté de son père. En réponse, Cornelius, dont la main pouvait à peine tenir une plume, réécrivit son testament. Il déshérita l'aîné, réduisant sa part à un minimum humiliant et transmettant le titre de chef de famille à son frère cadet, Alfred. Ce fut un moment de profonde ambivalence morale. Le créateur du temple familial détruisit de ses propres mains l'unité de la famille pour des principes. Alice, déchirée entre son devoir envers son mari et son amour maternel, fut contrainte de prendre le parti du tyran mourant, changeant à jamais ses relations avec son fils. Les 3 dernières années de sa vie, Cornelius les passa aux breakers, non comme un seigneur, mais comme un prisonnier d'élite. Les domestiques le transportaient en fauteuil roulant à travers les salles de marbre, trop vastes pour un seul homme malade. Il contemplait l'Atlantique à travers les baies vitrées,
protégé des tempêtes, mais totalement isolé de la vie. La grande maison, destinée à être le symbole de l'immortalité de la lignée, se transforma en sarcophage doré pour son créateur, bien avant sa mort physique. La mort de Cornelius Vanderbilt II en 1899 ne fut pas simplement la fin de la vie d'un homme, elle marqua le début d'une agonie lente de toute une époque. La veuve Alice se retrouva seule dans le labyrinthe de 70 pièces. Pendant 35 ans, elle devint la gardienne d'un rituel en voie d'extinction. Tandis que le monde extérieur changeait à toute vitesse, automobiles, jazz, droits des femmes apparaissaient, à l'intérieur des Breakers, le temps s'était arrêté. Alice continuait de changer de tenue 7 fois par jour et exigeait un service de table complet, même lorsqu'elle dînait seule. Ce n'était plus du luxe, mais une résistance désespérée au chaos. Mais le vrai coup, qui ébranla les fondations de la maison plus que n'importe quel incendie, ne vint pas du feu, mais de l'eau et de la nouvelle géopolitique. En 1913, la 16e Amendment à la Constitution des États-Unis fut adoptée, introduisant l'impôt fédéral sur le revenu. Le flux d'or qui alimentait l'entretien du palais commença à se tarir. Et en 1915, survint la tragédie qui détruisit définitivement les rêves dynastiques. Alfred Gwynne Vanderbilt, ce fils même que Cornelius avait désigné comme principal héritier au lieu de l'aîné prodigue, périt. Il se trouvait à bord du paquebot Lusitania quand une torpille allemande le frappa. Des témoins affirmèrent qu'Alfred avait donné son gilet de sauvetage à une femme avec un enfant, sachant qu'il ne savait pas nager. L'héritier d'un empire bâti sur la dureté et le calcul mourut en héros, se sacrifiant. L'océan sur lequel les fenêtres des Breakers donnaient depuis des années emporta celui qui devait en jouir. Après la mort d'Alice en 1934, la maison passa à la fille cadette, Gladys, comtesse Széchenyi. À cette époque, les Breakers étaient devenus un monstre économique. La Grande Dépression avait anéanti les fortunes des voisins. Les palais de Newport étaient démolis les uns après les autres ou transformés en pensions, car personne ne pouvait plus se permettre de payer les impôts fonciers et d'entretenir un personnel de 40 domestiques. Les Breakers restaient fermés, avec les meubles recouverts, comme un gigantesque tombeau. La question se posait crûment. Vendre le terrain aux promoteurs pour la démolition ou trouver un nouveau sens à l'existence de ce colosse? C'est précisément ici que se produisit la transformation principale. Gladys, élevée dans une cage dorée, fit ce que son père n'aurait même pas pu imaginer. Elle comprit que la seule façon de sauver l'héritage familial était de le donner. Elle cessa de percevoir les Breakers comme une propriété privée et y vit un document historique. En 1948, au cœur de la restructuration mondiale d'après-guerre, elle accomplit un pas sans précédent. Elle loua le manoir à la toute nouvelle Newport County Preservation Society pour un montant symbolique, $1 par an. C'était le moment de vérité. Les grilles de fer, conçues pour repousser les intrus, s'ouvrirent au public. Ce qui avait été construit comme une forteresse exclusive pour les élus devint un musée pour tous. Gladys ne garda pour elle que le 3e étage, où la famille continuait de résider l'été, pendant qu'en bas, sur les escaliers de marbre, déambulaient des milliers de touristes ayant payé leur billet d'entrée. L'élitisme fut sacrifié au profit de la survie. L'ambition de possession se transforma en mission de préservation. Le géant de pierre survécut seulement parce qu'il cessa d'être une maison et devint un symbole. Aujourd'hui, lorsque vous vous tenez sur la loggia supérieure des Breakers et contemplez l'océan Atlantique, vous voyez le même paysage que celui que contemplait le paralysé Cornelius Vanderbilt II dans ses derniers jours. Mais le contexte a changé de manière irréversible. Ce qui avait été construit comme la forteresse la plus privée d'Amérique devint le musée le plus public du Rhode Island. Chaque année,
plus de 400 000 touristes franchissent les mêmes portes que celles réservées autrefois aux seuls élus de la liste des 400 de Mrs. Astor. L'histoire des Breakers est en substance la version réelle du Grand Gatsby, mais racontée jusqu'au bout. Si Jay Gatsby construisait un manoir pour retrouver le passé et une femme, Vanderbilt construisait pour ancrer l'avenir et toute une dynastie. Et tous deux échouèrent face au temps inexorable. Gatsby mourut d'une balle, tandis que le rêve de Vanderbilt se dissipa dans les impôts et les changements sociaux. Le paradoxe de cette maison est qu'elle survécut seulement parce que la famille reconnut sa défaite dans la tentative de la maintenir seule. Aujourd'hui, le 3e étage de la maison reste fermé au public. Les descendants de la famille Vanderbilt-Széchenyi y séjournent encore lors de leurs visites estivales. Cela crée une image surréaliste. En bas, des touristes en short photographient la salle à manger où l'on servait autrefois des dîners sur de l'or. Et en haut, juste au-dessus de leur tête, les arrière-petits-enfants du créateur de la maison vivent dans le monde moderne, cachés au regard. C'est une métaphore vivante de la façon dont la démocratie a englouti l'aristocratie. Le palais est resté, mais ses occupants se sont retirés sur le grenier de l'histoire. La leçon des Breakers est effrayamment actuelle pour nous aujourd'hui. Nous vivons à l'époque d'un nouveau âge d'or, où les milliardaires technologiques construisent leurs bunkers et leurs vaisseaux spatiaux. Cornelius Vanderbilt II a prouvé qu'on pouvait vaincre l'élément feu en bâtissant une maison de pierre et d'acier. On peut acheter le meilleur marbre d'Italie et engager les meilleurs architectes du monde. Mais on ne peut pas construire un mur qui protège de la vacuité intérieure, des discordes familiales ou de la perte de sens. Lorsque vous quittez le domaine du manoir, prêtez attention aux vagues qui se brisent sur les rochers en bas. Ce sont précisément elles qui ont donné son nom à la maison, les Breakers, c'est-à-dire les vagues qui se brisent. C'est la seule chose ici qui n'a pas coûté 1 centime et qui existera lorsque même cette pierre se changera en poussière. Cornelius Vanderbilt voulait laisser derrière lui l'éternité, et il y est parvenu, mais tout à fait autrement qu'il ne l'avait planifié. Il nous a laissé non pas un monument à sa puissance, mais un rappel majestueux de la fragilité humaine. Il a construit une maison qui ne brûlera jamais, mais l'histoire a montré que les choses les plus importantes dans la vie, l'amour des enfants, la santé, la paix de l'âme, se consument instantanément, et aucun marbre ne peut les retenir.